Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Un monument a marqué votre vie de journaliste et de romancier. Un écrivain qui est entré dans la légende pour des siècles et des siècles, Victor Hugo. Il n'avait pas que l'amour de la littérature et vous le racontez dans votre nouveau livre. Bonjour Sébastien Spitzer. Bonjour Monsieur Plessis. Alors, vous publiez Léonie B. chez Albin Michel, qui est une histoire sur la passion secrète de Victor Hugo. Victor Hugo, votre passion, on va en parler tout à l'heure. Mais vous avez un parcours de journaliste et de romancier totalement atypique. Et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé certaines. Et la première, c'est le 29 novembre 2006. C'est la sortie de votre premier livre, Ennemis intimes, les Boches, le Brut et Téhéran. C'est sorti. Vous vous souvenez de cette date de sortie ? Bien sûr, bien sûr. C'était un thème étonnant. Les États-Unis et la République islamique d'Iran s'affrontent et en coulisses, le clan Bush va jouer une partie assez étonnante. Et oui, c'était sur les non-dits, sur ces négociations, ces jeux de poker menteur qui se jouaient entre les Bush, père et fils, et la République islamique d'Iran, grand État pétrolier s'il en a et gazier. Oui, et à l'époque, les mollahs, d'ailleurs, n'avaient pas d'ennui depuis le 11 septembre et ont raconté que finalement, Bush, père et fils, y était peut-être pour beaucoup. Peut-être. Alors, c'est assez étonnant, c'est un livre, une longue enquête, ce travail, Sébastien Spitzer. Alors, c'est une enquête contrariée. C'est une enquête contrariée parce que à l'époque, je sortais d'une expérience extraordinaire avec l'agence CAPA qui donnait les moyens à ces journalistes d'aller voir, d'aller comprendre, d'aller ressentir. J'étais pigiste, j'étais entre deux contrats et je voulais aller là-bas, mais on m'en donnait pas les moyens. Les producteurs disaient toujours c'est trop cher, et finalement j'ai pas pu y aller. Donc c'est une enquête contrariée parce que quand on va sur place, maintenant j'ai compris, et j'ai pu y aller ensuite en Iran. Quand on est sur place, on voit les choses tellement différemment. Vous savez, j'étais en Israël, par exemple, l'hiver dernier, et une dame me dit « Sébastien, vous savez, chez nous, les rabbins, parfois, quand ils arrivent à un certain niveau de conscience, ils roulent sur eux-mêmes. » Ah bon, pourquoi ? Pour voir le monde autrement. Et le déplacement, le voyage permet de voir autrement. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce livre qui date de 2006, Sébastien Spitzer, il est toujours d'actualité, finalement. D'une certaine manière, mais il y a des constantes, hein, il y a ces rapports de force qui sont tellement puissants que le premier qui bouge a perdu. Alors, dans votre carrière, il y a ce côté reporter de guerre où vous avez été sur des terrains comme le Rwanda, l'Ouganda, le Liban, la Colombie, l'Afghanistan. Oui. C'est quand même très dangereux, tout ça. Je crois que le jour où j'ai eu le plus peur de toute ma vie de journaliste, c'était à Paris dans le 18e arrondissement. Ah bon, pourquoi ? Oui, parce qu'une émeute était en train de se former sous mes yeux. Il y avait 2 personnes étendues au sol qui venaient d'être assassinées à la Kalachnikov. Ça a fait la une le lendemain du 20h. Et c'était dément. Mais reporter de guerre, c'est un métier que vous vouliez faire depuis longtemps ? Oui. Quand vous disiez tout à l'heure que j'avais une carrière un peu atypique de journaliste puis d'écrivain, en fait, j'ai calqué celle-ci sur celle d'un autre qui s'appelait Ernest Hemingway, oui, que j'admirais profondément. Et enfant, gamin, adolescent, je m'étais dit plus tard, je ferai Hemingway. Non pas que j'arriverai à son niveau, évidemment, mais je suivrai le même parcours, à savoir sillonner le monde pour essayer de le comprendre et ensuite, ou parfois en même temps, le décrire pour essayer de lui donner du sens. Mais c'est vrai que, enfant déjà, vous pensiez et vous rêviez d'être journaliste et d'écrire. Ah, complètement. Complètement. Enfant, j'étais bercé par les mots, j'étais plongé par ces univers qui s'ouvraient, qui se dépliaient autour d'une tranche et qui se déployaient en quelques pages. Et puis, il y a eu des déclencheurs qui m'ont conforté dans cette idée. Alors, les livres, ça a toujours été très important pour vous, Sébastien Spitzer. Bon, il y a des enfants qui vont acheter des Mistral gagnants dans les boulangeries. Vos économies passaient dans les livres que vous achetiez à la librairie Lamartine, dont, je crois, les souvenirs d'enfance de Pagnol. Ah oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mon souvenir d'enfance, c'est que j'achetais Pagnol chez Lamartine et c'était Cigalon, c'était Topaz, c'était La gloire de mon père, c'était tous ces livres extraordinaires, le château de ma mère, toute cette série.
qui me donnait tant de plaisir. Et quand on pense que Pagnol a écrit son premier livre en 58 en disant ça marchera jamais, et 2 ans plus tard, au bout de 2 tomes, il y avait 400 000 exemplaires de vendus, ce qui était un record. Oui, je crois même qu'il y avait une rencontre avec un facteur, si ma mémoire est bonne. Oui. Qui disait, mais qu'est-ce que vous faites? Encore une lettre de votre éditeur qui attend votre premier manuscrit. Alors là, c'était autre chose. En fait, il devait écrire un article pour le journal Elle. Il fait croire qu'il l'a écrit. Le coursier vient chez lui. Il ne l'avait pas écrit. Le coursier va réparer son vélo et Pagnol va écrire un texte qui va être le début des souvenirs d'enfance. Voilà, ça doit être ça. Alors, justement, vos souvenirs d'enfance, c'est aussi lié à des tas de choses. D'abord, il y a un hôtel particulier où Maurice Leblanc et la belle Otero ont séjourné, je crois, Sébastien Spitzer. Oui, 29 Villa Dupont. 29 Villa Dupont, parce que c'était mon arrière-grand-père. Il a fondé cette villa, il a acheté un terrain, il a construit des hôtels particuliers à 2 pas de l'avenue Foch, qui était l'allée du bois encore à l'époque, et c'était en pleine curée, c'était Zola, c'était à l'après-Haussmann, c'était le moment où tous les grands promoteurs immobiliers faisaient des affaires pas possibles. Et j'ai grandi dans cette maison qui un temps a été louée à la Belle Otero, qui un temps a été louée à Maurice Leblanc, qui a même imaginé sur place, dans cet hôtel particulier, un des épisodes de son fameux Arsène Lupin. Et la belle Otero qui a eu une foule d'amants, je crois, Édouard VII, des aristocrates russes et britanniques, Aristide Briand pendant 10 ans. On l'appelait d'ailleurs la sirène des suicides, tellement d'anciens amants se sont suicidés. Eh oui, elle a mis le feu à cette maison. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'un d'eux est venu un soir pour se venger et y mettre le feu. Mais c'était une impasse extraordinaire, juste à droite de cette maison. Ma grand-mère me disait qu'il y avait Poincaré qui habitait et qui la saluait avec son chapeau tout le temps. À gauche, dans l'hôtel particulier voisin, il y avait la sœur du Shah d'Iran. La nièce du Shah d'Iran, pardonnez-moi, dont le mari s'est fait assassiner un petit peu plus loin, Villa Dupont. Il y avait Schoendorfer, il y avait Julien Clerc. C'était incroyable. Alors, il se trouve que votre grand-mère a été très importante dans votre vie. Elle vous a élevé avec votre mère, Sébastien Spitzer, et notamment l'été à Villers-sur-Mer, ce qui est un peu vos souvenirs d'enfance à la Pagnole. Oui, et j'ai découvert il y a peu de temps que juste à côté, à Blonville, ont vécu Gaston Gallimard et Kessel. Et il se trouve que Georges Méliès a passé ses vacances à Villers-sur-Mer en juillet 90 et il a tourné en 96 un film intitulé Plage de Villers par Gros-Temps. Oh, génial! C'est un des premiers films de Méliès. Ah, il faut que j'aille le voir. Alors, c'est vrai que ces souvenirs d'enfance sont très importants dans votre formation, Sébastien Spitzer. De quoi, en effet, on n'est pas un fétu de paille balayé par le vent et qui pousse au hasard. On est ce que l'on est. On devient vous savez, c'est Victor Hugo qui disait il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et c'est vrai que nous sommes le produit de ces cultivateurs, de toutes ces petites mains qui, avec bienveillance, avec bonté, nous ont élevés vers quelque chose, nous ont appris, ont partagé avec nous un petit peu de ce qu'elles avaient compris du monde. Et puis votre amour du rêve et du journalisme aussi, je crois que c'est Le Petit Prince que vous avez joué enfant. Le Petit Prince, c'était invraisemblable. Quand je vous parlais tout à l'heure de ces 2 rabbins et de ce que le voyage vient nous apporter, je faisais un stage au Caire, un stage de 3 mois. J'étais à Sciences Po, il fallait faire un stage de 3 mois pendant que mes potes allaient à Boulogne-Billancourt faire un stage chez Renault. Moi, j'étais au Caire, bien logé, et ils savaient pas trop quoi me demander à l'ambassade de France, et je leur ai proposé je lisais Le Petit Prince, d'en faire une lecture, et en français et en arabe. À l'époque, j'apprenais l'arabe. Et un comédien m'a accompagné, et nous avons lu à 2 voix, à 2 langues, ce texte, chacun se partageant un chapitre ou un passage. Et j'étais étonné parce que à chaque fois que lui le lisait en arabe, au même public, nous partagions le même public, évidemment, la même scène, tout le monde se marrait. Et quand je le lisais, moi, les gens étaient attentifs et sérieux. Il avait trouvé quelque part dans ce texte un humour dont je ne me doutais pas. Et puis votre passion de l'histoire, car vous l'avez, Sébastien Spitzer, elle vient, je crois, d'un professeur qui s'appelait Philippe Contamine. Philippe Contamine a beaucoup joué. Il était professeur à la Sorbonne. J'ai étudié à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge et de la guerre de 100 ans, si ma mémoire est bonne. Il y en a eu quelques autres, mais lui a compté, bien sûr. Et c'est vrai que vous avez fait des études très sérieuses, Cagnes, Sciences Po, parce que ce qui n'était pas évident au départ. Sérieux, je sais pas.
C'était tellement bon, monsieur. Très sincèrement, quand on est bercé par ces professeurs qui vous parlent de Platon toute la journée, qui vous racontent l'histoire de France, qui vous aident à réfléchir en trouvant le bon mot. Je parle du français, de la philosophie, de l'histoire. Quand on a la chance d'être confronté à une pensée qui vient se déployer sous vos yeux avec un grand professeur, un François Terré, prof de droit, un Hassan Salamé qui me racontait l'histoire du Proche et du Moyen-Orient, c'est pas un effort, c'est une chance, c'est un cadeau qu'on vous fait. Oui, et en même temps, votre service militaire a été beaucoup moins calme, puisque je crois que vous avez été dans les renseignements militaires et stratégiques au Soudan et en Afghanistan, Sébastien Spitzer. J'ai adoré ça. Je travaillais sur le Soudan et sur l'Afghanistan. Et à l'époque, j'ai travaillé au SGDN, secrétariat général à la Défense nationale. J'avais un très joli bureau qui donnait sur les Invalides, sur l'esplanade des Invalides. Et c'était l'époque où Carlos était rattrapé par les autorités françaises, la justice, et où il y avait ce mouvement-là qui était en train de se créer entre cet islamisme rampant, avec ces talibans en Afghanistan. Il se passait vraiment quelque chose de très important pour le reste de l'histoire du monde à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est aussi pour le journalisme une formation de travailler comme ça dans le renseignement pendant son service militaire. Ah, c'est une chance. Mais on apprend aussi des réflexes. Bien lire les télégrammes diplomatiques, oui. Savourer l'humour des diplomates qui parfois étaient tellement à côté de la plaque, structurer une pensée et puis risquer des hypothèses. Mais bon, ça, les hypothèses dans le renseignement, c'est jamais très sûr. Alors ça, c'est la première partie de votre vie. Il y en a une autre et on va l'évoquer à travers une autre date, le 21 mai 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Spitzer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Spitzer. Nous parlerons tout à l'heure de Léonie B, votre roman chez Albin Michel, et de votre passion pour Victor Hugo, dont vous êtes l'un des spécialistes en France. Alors, on a évoqué vos débuts de journaliste, et puis il y a une date importante, c'est le 21 mai 2011. Elle est liée à un générique. Les grands reportages sur TF1, parce que ce jour-là, je crois que c'est votre premier reportage qui est diffusé dans l'émission Reportage, l'histoire de 4 prêtres qui sont rentrés tardivement dans les ordres 16 ans plus tôt, avec journaliste Sébastien Spitzer. Vous vous en souvenez pas de ce reportage? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez fait des reportages pour TF1. J'ai fait des reportages pour l'émission Reportage. Voilà, c'est le premier. Vous êtes au générique et on vous êtes. J'ai vérifié. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu une maman routière, des couples qui construisent une maison. Oui, et ça, c'est vrai. C'est le premier. C'est pas le premier. Disons que celui-là, j'étais parti dessus, j'étais lancé. C'était reportage 20 ans après. Oui. Et 16 ans après. 16 ans après. Et il retrouvait des personnages, des personnalités qu'ils avaient suivies quelques années, voilà. 16 ans plus tôt, donc. Et celui-là, je l'avais commencé mais pas terminé, mais c'était pas mon premier. Ah bah en tout cas, c'est le premier archivé à l'INA. D'accord. Voilà. Mais effectivement, pour l'émission Reportage. Pour l'émission Reportage, oui. Donc, et à l'époque, c'était des longs reportages, c'était des sujets qui n'avaient rien à voir avec ce que vous avez fait auparavant, parce que la maman routière, qui est en plusieurs parties, c'est pas un sujet de reportage au bout du monde. Non, pourtant on est allé en Allemagne avec elle. C'était pas très loin. Juste dans cette série, j'étais allé au Congo-Brazzaville avec le professeur Alain Deloche, qui était extraordinaire, qui avait fondé cette association de médecins qui allait secourir des enfants malades du cœur, et il avait participé à la naissance de Médecins du Monde, participé à la naissance de Médecins sans frontières. Il avait claqué la porte pour fonder son association, et il allait sauver des enfants au Congo-Brazzaville avec sa petite mallette, en mettant quelques capteurs sur les torses des enfants qui avaient ce ventre gonflé par ces symptômes que lui analysait parfaitement. Et Alain Deloche était un grand monsieur. Alors, il se trouve aussi que vous êtes arrivé dans ces reportages. C'est aussi une activité très différente de ce que vous faisiez avant, Sébastien Spitzer. Oui, j'ai eu un parcours de journaliste assez varié, en cherchant l'événement, en cherchant les rencontres, en cherchant à comprendre, en tout cas à chaque fois. Oui, et à chaque fois un journaliste indépendant, parce qu'il faut trouver les sujets, et c'est pas évident. J'ai été la plupart du temps journaliste indépendant, salarié quelques années de l'agence CAPA et de TF1, mais très très souvent freelance, comme on dit. Oui. Et là, il faut trouver des sujets, c'est pas évident parce que la concurrence est rude. Oui, mais c'est bien la concurrence, ça vous pousse
à mieux faire. Ça m'a poussé à... J'étais simplement journaliste en sortant Sciences Po. Je savais écrire 2-3 lignes, vaguement un article. Il a fallu que j'apprenne à travailler en équipe pour une équipe de télévision, pour Capa. Ensuite, il a fallu que j'apprenne à tenir une caméra. Ensuite, il a fallu que j'apprenne à faire un montage. Et toutes ces étapes m'ont permis de faire le tour d'une question. Comment on construit un sujet, comment on le monte, il est prêt à être diffusé. C'est passionnant. Oui, et en même temps, c'était pas les moyens techniques d'aujourd'hui où on filme avec un petit téléphone. Non, c'est vrai. Il fallait partir avec des équipes, des grosses caméras, comme vous faisiez, Sébastien Spitzer. Mais pardonnez-moi, juste avant de vous répondre, avec plaisir, aujourd'hui, filmer avec un téléphone, ça permet d'être là sur le moment. Ça permet à tout le monde de donner à voir ce qui se passe, ce kairos, comme disaient les Grecs, cet événement qui passe très très vite, fugace, et qu'on va saisir avec avec un écran, avec un téléphone. Tandis qu'avant, on arrivait très très souvent juste après la bataille, c'est-à-dire que quand on envoyait une équipe d'envoyés spécial ou autre sur un terrain donné, souvent l'événement venait de se produire ou était en train de se produire peut-être un peu juste à côté. C'est sur le vif, on peut le faire aujourd'hui. Alors il se trouve aussi qu'il y a eu des reportages et il y a eu aussi le magazine Rolling Stone, je crois, pour lequel vous avez travaillé, Sébastien Spitzer. Ouais, avec mon copain Belkacem Balouli, avec plaisir, oui. C'est-à-dire que c'est un magazine créé en 67. D'ailleurs, on pense que c'était à cause des Rolling Stones, mais pas du tout. En fait, c'était une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone, qui a aussi donné son nom au groupe. Et c'était un journal hippie. Et je crois que vous avez participé à l'édition française au temps où c'était Lionel Rodcage qui l'a dirigé. Peut-être Lionel, en tout cas avec rédacteur en chef Belkacem, ami de longue date puisqu'on avait commencé ensemble à Jeune Afrique. Alors, on se connaissait depuis longtemps. Voilà, Jeune Afrique, la télévision, Rolling Stone, c'est des choses très différentes. Comment on arrive à Rolling Stone après avoir fait des reportages pour Jeune Afrique ou TF1 ? Parce que c'est toujours le même principe, c'est-à-dire essayer de faire le tour de quelqu'un, raconter une histoire, la mettre en forme, lui donner du sens, trouver les mots justes et faire naître des images dans l'esprit du lecteur. Oui, mais Rolling Stone, c'est très particulier aussi. C'est un journal de musique, un journal très différent. Oui, alors il me sollicitait pas trop pour les papiers musique, rock and roll, vraiment. J'étais plutôt sur les papiers société, politique. Et puis un jour, vous en avez eu assez et vous êtes enfermé chez vous avec un ordinateur pour écrire votre premier roman. Oui. Comment c'est né cette envie de quitter ce monde du quotidien pour écrire, Sébastien Spitzer ? Quitter ce monde, disons qu'on m'a montré la sortie. J'étais à l'époque salarié depuis des années de TF1 et l'émission pour laquelle je travaillais s'est arrêtée. Elle s'intitulait Enquête et Révélation et je me suis retrouvé sans emploi. Et ce moment-là était pour moi l'occasion rêvée de faire enfin ce dont je rêvais depuis toujours, c'est-à-dire écrire un livre. Et j'ai commencé à imaginer quelque chose et puis j'ai senti qu'un sujet se profilait. Je suis allé au mémorial de la Shoah plusieurs jours par semaine. Et j'ai travaillé pendant des années sur ce qui allait devenir mon premier roman. Ouais. Oui, c'était l'histoire de Magda Goebbels, qui a été la femme la plus puissante du Troisième Reich jusqu'au jour où elle s'est suicidée avec ses 6 enfants, juste avant Hitler. Enfin, elle a tué ses 6 enfants. Oui. Elle a empoisonné ses 6 enfants dans le même bunker qu'à côté d'Hitler, oui. C'est une femme incroyable dont on parlait peu à l'époque, parce que finalement, vous avez trouvé, et c'est pas la dernière fois, un sujet peu usité dans les romans. Alors c'était cette question, comment une femme peut pratiquer un tel acte, l'infanticide, comment une mère peut tuer ses enfants. Et puis ça a pris un autre tour le jour où au mémorial de la Shoah, j'ai découvert que cette même Magda Goebbels avait passé les 20 premières années de sa vie dans un milieu juif traditionnel. L'homme qui l'a élevé s'appelait Richard Friedlander. Il était commerçant berlinois juif. C'était son beau-père. Il l'a élevé comme si elle était sa fille. Il lui a appris les rituels du judaïsme. Elle a fait le Shabbat avec lui. Elle a même participé à des quêtes auprès de la société allemande de l'époque pour un retour hypothétique en Israël. Elle était très impliquée. À 15 ans, Magda, qui allait devenir Magda Goebbels quelques années plus tard, la jeune Magda dite Friedlander, était éprise d'un homme qui s'appelait Victor Arlosorov. Victor Arlosorov a été l'un des fondateurs de l'État hébreu. Quand vous allez à Tel Aviv aujourd'hui, il y a un boulevard qui porte son nom, le boulevard Arlosorov. Donc, imaginez un petit peu ce paradoxe invraisemblable de cette femme qui est devenir la première dame de ce régime nazi, élevée par cet homme qui va être un des premiers juifs allemands à périr dans les camps,
Richard Friedlander, comment cette femme a passé le reste de sa vie, de sa carrière, de ses ambitions à effacer ce nom, à effacer ce passé, comme ces nazis ont essayé d'effacer la trace de ceux avec lesquels ils vivaient auparavant, tous les juifs allemands. Il y a une histoire folle. C'est-à-dire que partir de ce moment où cette mère empoisonne ses enfants, découvrir qu'elle a été élevée par cet homme, ça a pris une autre dimension. Et en même temps, pour vous, ça a été des mois et des mois de travail parce que vous avanciez à petits pas. J'avançais à petits pas, j'avançais à pas prudent, monsieur, parce que quand on se frotte, si je puis dire, à la question de la Shoah, quand on aborde cette question-là, si importante, si sensible, il est hors de question d'écrire la moindre sottise. Je m'accorde la fiction, je suis écrivain, auteur, romancier, d'accord, dont acte. Mais je ne peux pas raconter n'importe quoi sur cette période-là. Et puis, alors, surprise, le roman sort. Bon, vous pensiez que ce serait un gentil roman qui aurait un petit succès, et tout de suite, vous recevez un prix à Nancy, Place Stanislas. Ah oui, le prix du premier roman. Mais c'était complètement dingue. Avant qu'il ne sorte, mon éditrice m'avait dit, bon, on va le tirer à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, quand même, c'est pas beaucoup. Et pour puis, 2 ans de travail, non? Pour 2 ans et demi, 3 ans de travail. C'était vraiment pas beaucoup. Et puis, les semaines passant, le livre allant paraître pour la rentrée littéraire, elle m'appelait en disant on a fait un autre tirage, on a fait un 3e tirage. Il n'était pas encore sorti, hein, mais déjà la demande commençait à être réelle. Et il a eu beaucoup de prix littéraires. Oui, il y a eu celui-là, il y a eu le prix Emmanuel Robles, et ça a changé votre vie. J'ai basculé, bien sûr. J'ai basculé, j'étais le plus heureux des hommes. Je disais, bon, d'accord, donc c'est possible. Ce rêve peut devenir réalité. Je peux être écrivain. On a accepté mon manuscrit, on a accepté de se faire. Et des lecteurs l'aiment. C'est possible alors. Eh ben, non seulement c'est possible, mais ça a continué. Et il y a une autre date dans votre vie qui est importante, une date hélas tragique, le 15 avril 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Spitzer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sébastien Spitzer, journaliste, écrivain, romancier. On a raconté vos débuts de journaliste dans le monde entier, vos reportages, votre premier roman qui est un succès à votre grande surprise, et vous continuez. Et le 15 avril 2019, il se passe un événement historique et tragique. Un gigantesque incendie vient en effet d'éclater en fin d'après-midi. Les images sont extrêmement... L'incendie de Notre-Dame, et vous êtes chez vous, je crois, place des Abbesses, Sébastien Spitzer, et vous voyez les flammes de loin. Oui, le panache de fumée qui s'élève au-dessus de la capitale. Et immédiatement, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je crois qu'il y a les cloches qui sonnent. Vous appelez les sapeurs-pompiers. Le tocsin, à Paris, on sonne le tocsin, et c'était très impressionnant, puisque dans tout Paris, on entendait ces églises qui sonnaient leurs cloches comme pour soutenir Notre-Dame en souffrance, la cathédrale prise par les flammes. Et peu de temps après, j'ai appelé, le lendemain, puisqu'ils étaient très occupés, mes amis pompiers avec lesquels j'avais passé des nuits à la caserne, sur lesquels j'avais travaillé, réalisé plusieurs reportages, et ils ont commencé à me raconter leur histoire, le sauvetage de Notre-Dame de Paris. Oui, et vous avez appris notamment qu'il y avait une équipe qui a failli disparaître parce qu'ils étaient enfermés dans la nef en fusion. Alors, il y en a quelques-uns qui ont pris des risques, immenses. Si j'ai le temps, j'aimerais vous en parler Mais bien sûr. Un ou deux. Alors, déjà, l'aumônier. L'aumônier, c'est le père Fournier. L'aumônier des pompiers, c'est ce prêtre qui officie auprès des militaires, puis des pompiers. Les sapeurs-pompiers sont des militaires, créés par Napoléon il y a près de 2 siècles. L'aumônier Fournier, lui, sa charge, son but, c'est de sauver la couronne d'épines du Christ. Il rentre dans l'église en flammes, dans la cathédrale en flammes, se souvient plus du code, du coffre, dans lequel on a mis à l'abri la couronne d'épines et un clou et un morceau de la croix, et finit par l'obtenir par un de ses collègues, et sort la couronne d'épines du Christ. Mais le père Fournier, il va y retourner, alors que plus aucun pompier n'a le droit d'y mettre un pied, puisque la nef s'est effondrée, puisque, comme me le dira plus tard l'un d'entre eux, c'était en levant les yeux vers la nef en fusion, c'était comme si le diable leur dégueulait toutes les flammes de l'enfer sur eux. L'aumônier, il y retourne.
il y retourne pour aller ouvrir le tabernacle, sortir cette coupe dans laquelle on place l'hostie. Et il sort l'hostie de la cathédrale Notre-Dame en flammes. Il sort, il le lève, il le montre aux policiers, aux pompiers, à toutes les équipes en disant « J'ai sauvé le Christ ». Tous les gens le regardent bizarrement, mais qu'est-ce que vous faites? Et lui, de leur rappeler que c'est pour cette miette de pain qu'on a bâti des églises, qu'on a bâti des cathédrales pour le corps du Christ. C'était pour lui la chose la plus importante à faire. Et vous évoquez aussi Myriam, qui est une caporale-chef, qui a été la première à pénétrer dans Notre-Dame. Avec un nom qui était écrit c'est un nom parfait, un nom parfaitement indiqué. Myriam, toute jeune pompier, c'était une de ses premières opérations. Je l'ai rencontrée, on s'est parlé d'une timidité, d'une modestie absolue. Elle va être la première à grimper et à affronter ces flammes qui faisaient 6, 7, 8 mètres de haut. Alors, on a un peu oublié que la brigade des sapeurs-pompiers, elle a été créée par Napoléon Ier en 1811. Et juste avant, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait le feu, on devait l'éteindre nous-mêmes. Alors, il y avait des pompiers dans Paris qui n'étaient pas très efficaces, enfin, qui étaient des pompiers de service. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi d'autres occupations, d'autres métiers. Et puis, comme l'ambassade dans laquelle il était a pris feu, il a appelé ses sapeurs. C'est pas ses fantassins, mais ses soldats, les sapeurs, et il en a fait une brigade des sapeurs-pompiers. Moi, je me souviens de Francis Blanche. Vous savez, dans les théâtres, il y avait toujours un pompier de service, et un jour, Francis Blanche fume sa pipe dans les coulisses. Le pompier lui dit, il faut arrêter de fumer, et Francis Blanche le regarde, lui dit, si vous n'aimez pas le feu, il faut changer de métier. C'est ça. C'était assez drôle. Alors, il se trouve qu'ensuite, on a tout raconté sur Notre-Dame, même encore aujourd'hui, sur ce qui s'est passé. Et il y a eu des appels aux dons. Et ça, ces appels aux dons, il y a eu, et vous l'avez raconté dans un livre, il y a eu des dons très modestes, quelquefois. Le PSG, le Château Mouton Rothschild, le Pont du Gard qui a offert 25 000 € le prix des billets. Tout le monde s'y est mis, et Sébastien Spitzer. Oui, et puis des milliardaires aussi qui sont entrer en concurrence, les Pinault, les Arnault, pour aussi faire des dons, colossaux. Et immédiatement, vous avez écrit un livre qui est sorti quelques mois plus tard avec les sapeurs-pompiers. Avec leur aide, grâce à eux, et dont une partie des bénéfices ont été reversés à la caisse d'entraide des sapeurs-pompiers de Paris. Oui, bien sûr. C'était quelques mois, c'était 5 semaines après. Il fallait aller très vite. Il fallait aller très vite, oui, pour coller à l'événement. Et j'étais dans une autre temporalité. J'étais journaliste avant, donc l'événement, on le traduisait, on le décrivait, on faisait 3 images, un montage, et hop, c'était sur les écrans. Là, un livre, j'ai compris que l'économie du livre était un peu plus lente, et donc ça a pris un petit peu plus de temps. Oui, mais en même temps, ce livre est sorti. Il y en a eu un autre. Il y a eu deux livres sur Notre-Dame. Il y a eu un beau livre après, puisqu'ils aimaient bien le premier, et ils m'ont confié quelques photos exclusives. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que Jean-Jacques Hano n'ait pas fait appel à vous pour son film sur Notre-Dame. Oui, pourtant j'ai retrouvé beaucoup du livre. C'est ça qui est étonnant, hein. C'est la vie. D'ailleurs, le film a fait 793 000 entrées en France, ce qui n'est pas beaucoup. En revanche, il a fait plus de 6 millions d'entrées dans le monde, ce qui prouve que Notre-Dame est universellement connue. Oui. Alors ça aussi, ça a été une chose importante dans votre vie, Notre-Dame. Ce que certains croient que... Ce qu'on dit qui n'existe pas est très important pour moi, oui. Tout ce qui, soi-disant, n'existerait pas est très important pour moi, tout cet au-delà. Oui, mais aujourd'hui, on parle encore de Notre-Dame, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé vraiment, il y a 10 000 hypothèses, ouais. Et je pense qu'on ne le saura jamais. C'est vrai, c'est ce que j'ai entendu dire récemment. Mais quand vous imaginez que Notre-Dame a brûlé pour quel était le déclencheur, on l'ignore encore. Mais qu'est-ce qui a pris? Il y a eu une première alarme qui a résonné, et la personne engagée de ce jour-là, qui datait de 3 jours plus tôt, la personne qui était engagée 3 jours plus tôt pour faire le tour de ronde pour s'assurer de la sécurité, connaissait pas ce tableau et a vu incendie, nef, sacristie, incendie, toit, sacristie. Il est allé à la sacristie. Il pensait que l'incendie venait de là. Mais non, il y avait un faux contact. L'incendie, en fait, le détecteur était placé dans le toit de Notre-Dame, mais ils avaient marqué sacristie. Et ça faisait des mois qu'ils se disaient, il faut qu'on change le tableau d'affichage parce que ça indique une erreur. Et ils ont perdu une demi-heure comme ça à faire le tour du mauvais endroit, sous le mauvais toit, le toit de la sacristie et non pas le toit de la cathédrale. Et en une demi-heure, vous savez, les pompiers m'ont dit, vous savez, Sébastien, il faut 1 minute, il faut un feu qui a 1 minute. Un seau suffit pour l'éteindre. Un feu qui a 2 minutes, il faut une citerne pour l'éteindre. Imaginez 30 minutes après, il fallait
tout ce qui a été déployé. Alors, ça, c'est votre livre sur Notre-Dame, mais il y a aussi, vous avez continué dans le roman, Sébastien Spitzer, et il y a un livre qui s'appelle Le cœur battant du monde, où vous avez raconté, et là aussi personne ne le savait, l'un des secrets les mieux gardés de l'Union soviétique, le fils naturel de Karl Marx. Ça aussi, faut trouver le sujet. Mais c'est dingue. En fait, dans la première partie de votre émission, on fait la grâce de m'interroger sur mon enfance. Et mon enfance, elle a été marquée par un homme qui s'appelait Maurice Sévenot, qui était un journaliste. Oui, absolument. Qui m'a beaucoup éclairé et qui me racontait cette histoire. C'est lui qui me disait, tu sais, Karl Marx, le fils de Karl Marx, il a eu un enfant avec la bonne. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, mais oui, tu sais, il vivait comme un grand bourgeois dans son hôtel particulier à Londres à la fin de sa vie, puisqu'au début, il était très très pauvre. Et il a eu cet enfant-là qu'il l'a pas reconnu et c'est son copain Engels qui s'en est occupé. Oui, et je crois que c'est une prostituée qu'il a élevée en Irlande et qu'ensuite il a défendu les Irlandais, cet enfant. Engels vivait avec 2 sœurs irlandaises. D'accord. Ouais. Mais alors, ça aussi, c'est des sujets à traiter. Il faut partir de l'histoire et inventer un roman derrière, Sébastien Spitzer. J'adore faire ça. Les historiens me regardent parfois vers de jalousie en me disant « Mais vous avez tellement de chance, vous pouvez raconter ce qu'on ne sait pas. » Ben voilà, c'est la différence entre le romancier et l'historien. En tout cas, le romancier sérieux qui veut écrire avec des récits vraisemblables. Je vais fouiller l'histoire, je vais me documenter pour que ce soit vraisemblable. Mais ce qui n'est pas dit, ce que l'historien ignore, là, je m'accorde toute l'attitude pour le raconter. Et résultat, encore une fois, une grande surprise, vous êtes sélectionné, Sébastien Spitzer, pour le Goncourt et pour le Goncourt des lycéens. Là aussi, c'était pas évident. Grande surprise, grande joie. Mais vous vous rendez compte qu'en deux ou 3 livres, vous vous retrouvez dans la sélection du Goncourt. Ouais. Ça vous a surpris, ça vous a marqué? On était tous fous de joie, très, très flattés, immensément flattés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très agréable de se dire, tiens, chaque année, 1400 romans paraissent et il se considère que il fait partie des 12 qui mériteraient peut-être un prix assez invraisemblable. Et il y a aussi un autre roman que vous avez fait ensuite, dont j'ai trouvé trace dans une chanson. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec la folle complainte de Charles Trenet. Je me souviens qu'il a écrit cette chanson dans un restaurant russe sur le piano qui était encore, il y avait encore le vernis. Donc la trace est restée sur le piano. Il a dû rembourser le vernis du piano et quand la chanson a eu du succès, le patron du restaurant lui a demandé de réécrire la chanson sur le piano. Génial. Mais oui, bien sûr que le lien est direct, en tout cas par les mots. La revanche des orages, quand j'ai entendu cette chanson, c'était une merveille. C'est très dur. C'est une chanson très triste. Oui, très triste. Profonde, triste, dans laquelle il dit sa mère. Toute la problématique de cette enfance et de cette maternité difficile. Mais la revanche des orages, c'est tellement beau. Et la revanche des orages, j'ai décroché ce mot inscrit sur le vernis de ce piano pour le mettre sur la première page d'un roman, La revanche des orages, pour raconter la guerre, la bombe, l'atome et tout le grand tremblement. Oui, puisque c'est un pilote à Hiroshima qui est traumatisé parce qu'il a tué. C'est ça. Il s'appelait Claude Iterli, histoire vraie. À son retour de mission, il était en tête dans les 3 avions qui ont participé au bombardement d'Hiroshima. Lui, à la météo, et quand tous les autres et tous les pilotes étaient à la gloire, à la joie d'être peut-être ceux qui allaient mettre fin à la guerre, lui s'est enfermé dans son Konset, dans cette casemate. Il était dans son lit et il a commencé à entendre des voix. C'est une histoire vraie. Des voix, en fait, c'était très hugolien, à la Jean Valjean. C'est comme Jean Valjean dans Tempête sous un crâne, quand il commence à nourrir ce remords terrible, et là, il est pris par ce remords. Voilà, ce qui va le hanter, qui va le rendre fou, littéralement. Alors, moi, ce qui m'étonne aussi, parce que je crois que vous avez pris des cours à la FEMIS en 2020, c'est qu'on n'est pas encore adapté vos romans au cinéma ou à la télévision, Sébastien Spitzer. Je suis très content de vous l'entendre dire, moi non plus, je comprends pas. J'aimerais bien. Oui, mais c'est vrai que en plus, vous pourriez écrire les scénarios, vous avez appris à travailler les scénarios. Oui, j'adore ça, et j'aime découper l'image, et en montage, je l'ai fait aussi, je vois très bien comment on tourne une séquence, un jour peut-être, croisons les doigts. Et en attendant, vous êtes entre 2 romans, professeur à Sciences Po. Oui. Pourquoi? C'était autre chose? Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner.
Et avec mes élèves, j'anime des ateliers d'écriture, inspirés de l'histoire, évidemment la littérature, oui. Et confronté à leur réalité, à leur vision du monde, j'apprends beaucoup. C'est-à-dire que aujourd'hui, les replis identitaires, les phénomènes collectifs, la lecture des événements internationaux, comme ce qui se passe entre Israël et ses voisins aujourd'hui, en Palestine, à Gaza, tout ça est ressenti d'une manière très très forte et très très étonnante. Et ça peut peut-être donner matière aussi à des livres? Mais c'est fait, monsieur. C'est fait. J'étais l'hiver dernier, évidemment, la fibre journalistique m'a repris. Je lisais un texte de Victor Hugo qui datait de 1882, dans lequel Victor Hugo dénonçait les pogroms en Russie. Vous savez, 1882, juin 1882, il y a des pogroms en Russie. Et Hugo dénonçait cette situation, prenait conscience des faits et a écrit un texte très très fort. Et en lisant ce texte-là à la radio en direct, sur les derniers mots de Hugo qui dit « Humanité, regarde et vois », j'ai éprouvé l'impérieuse nécessité d'y aller, d'aller voir, de recueillir les témoignages des rescapés, d'interroger un petit peu plus tard les otages qui avaient eu la chance immense d'être libérés et d'en faire un recueil de témoignages qui paraîtra bientôt. En attendant, Victor Hugo, on va en reparler. Vous avez assuré l'enchaînement à travers la date du 29 février 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Spitzer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Spitzer. On a parlé de votre parcours de journaliste, de romancier assez étonnant. Puis il y a un homme dans votre vie très important, c'est Victor Hugo. Et le nouveau livre qui est sorti le 29 février 2024, Léonie B. Léonie B, c'est une histoire vraie, c'est Léonie Biard. Et vous êtes inspiré d'une histoire vraie, une histoire d'amour de Victor Hugo pour écrire un roman qui tourne autour de la vie de Victor Hugo. Oui, qui raconte un pan de la vie de Victor Hugo par le biais de cette femme. Alors, c'est la formule, il y a toujours une femme derrière la vie d'un grand homme, mais... Il y en a eu plusieurs pour lui. Là, oui, il y en a eu plusieurs, mais je pense que c'était une grande femme, une grande dame qui a rencontré la vie de Victor Hugo parce que Léonie portait en elle quelque chose d'important, cette curiosité, la volonté de voir, et puis aussi la capacité de dire, de dénoncer une situation, l'inégalité fondamentale, flagrante entre les hommes et les femmes à l'époque. Oui, alors en même temps, vous êtes parti d'une histoire vraie. Cette femme à 19 ans part pour une mission scientifique au pôle Nord, au Spitzberg. Au retour, elle rencontre Victor Hugo et vous avez imaginé un roman qui permet à la fois de parler de cette histoire, mais en même temps du parcours de Victor Hugo. Oui, cette histoire, c'est cette femme qui s'impose à bord d'un bateau de la Marine nationale, sachant qu'à l'époque, les femmes étaient interdites parce que, disait-on, elles portaient malheur. Oui. Donc, elle se coupe les cheveux, elle se rase la tête littéralement, elle se déguise en marin. Et quand elle arrive, tout le monde se marre en disant « Bienvenue, madame ». Donc, elle ne dut personne. Elle revient de ce voyage, elle rencontre Victor Hugo, lui raconte son histoire et lui est évidemment fasciné par le courage de cette femme, sa jeunesse, sa beauté. Elle vient de se marier, elle a 2 enfants, elle s'ennuie. Et il va se passer quelque chose entre eux. Exactement. Et d'ailleurs, son mari est un peintre raté, détesté de tout sauf de Louis-Philippe. Et à partir de ça, vous avez imaginé une histoire qui permet aussi de voir le parcours de Victor Hugo, de voir la curiosité permanente de Victor Hugo, Sébastien Spitzer. Mais oui, mais quand on lit Victor Hugo, quand on lit ses choses vues, par exemple, vous voyez à quel point vous concevez à quel point cet homme-là était curieux de tout. Chose vue, ce qu'il voyait, ce qu'il captait toute la journée. Alors, il y a un lexicographe qui a étudié, qui a relevé tous les mots de vocabulaire utilisés par Victor Hugo, et le mot qui revient le plus souvent, outre que le champ lexical, c'est tous les mots qui appartiennent au champ lexical du verbe voir. Donc cet homme-là éprouvait le besoin de voir pour comprendre, pour se représenter les choses, d'essayer de saisir les situations. Il allait au procès. Il avait un journal pour raconter ce qui se passait au quotidien. Il avait ses livres pour aller au-delà du quotidien, pour accéder à cette dimension fictionnelle qui permet de dire presque autant que le journaliste dit le réel. Et vous avez une passion pour Victor Hugo qui remonte à votre enfance, et je crois à un cadre qui était chez votre mère, où il y avait un extrait de Feuilles d'automne. Oui, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pas merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. Et c'est ma rencontre avec Hugo, avec les premiers vers.
Et ensuite, vous avez découvert ces vers. Moi, on m'a toujours dit qu'en dehors de Victor Hugo, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. À l'école, on m'a dit, c'est considéré comme le plus beau vers de la langue française. C'était ce qu'à l'époque, on disait dans l'enseignement. D'accord, très bien, mais pourvu qu'on cite Hugo, tout va bien, ça me va. À partir de ce jour, vous avez vraiment lu tout Hugo, Sébastien Spitzer. Lu tout Hugo, je pense que c'est donné à personne. Vous savez, il y a un couple d'universitaires qui s'est mis en tête de recenser toute la correspondance de Victor Hugo. Ils sont morts avant d'avoir terminé. C'est fou. Ouais. Lire tout Victor Hugo, je ne sais pas comment il trouvait le temps d'écrire, de produire autant. Non, j'ai pas lu tout Victor Hugo, j'aimerais bien. Je le lis tout le temps, je le lis sans cesse, je le relis aussi, bien sûr. Je m'en nourris en permanence. Et j'essaie d'écrire parfois au diapason de Hugo. Vous savez, je me relis un petit bout de Hugo avant de me mettre à écrire, parce que ça donne une impulsion fondamentale. Et il y a une société des amis de Victor Hugo qui a été créée, je crois, en 2000, et dont vous êtes l'un des administrateurs. Oui. Mes 2 amis qui ont monté cette société des amis de Victor Hugo et qui, chaque année, organisent des conférences. Cette année, ça va être Hugo et Zola. L'année dernière, c'était Hugo et Dostoïevski pour essayer de cerner le personnage, la dimension de sa pensée. Il y a beaucoup de sociétés d'amis comme ça, les amis de Jean-Claude Brialy, de Raymond Moretti, d'Alexandre Dumas. Et la plus ancienne, apparemment, c'est les amis d'Henri Verne, le créateur de Bob Moran, en 1953, avec un magazine qui s'appelait Reflet. Ils ont été les pionniers du genre. Alors, ce roman, autour de Victor Hugo, vous auriez pu en écrire un avant. Ça semblait une évidence, Sébastien Spitzer. Il faut être prêt quand même. Oui. Hein. Il faut être costaud pour se dire tiens, allez, je vais me frotter à Victor Hugo. Je l'ai écrit parce que j'étais chez lui. Pendant 3 ans, pendant que j'écrivais mon dictionnaire amoureux de Victor Hugo, le livre avant, un dictionnaire amoureux, j'étais place des Vosges, au 3e étage, juste au-dessus de son appartement, et j'avais accès à sa documentation, à ses textes, à ses manuscrits. Donc des documents extraordinaires pour cerner le personnage. Et une fois donc chez lui, installé avec mes habitudes, mes rituels comme on dit aujourd'hui, j'ai nourri l'idée d'écrire, de dépasser le dictionnaire amoureux, les articles, pour écrire une fiction inspirée d'un moment de sa vie avec Léonie B. Voilà, et un moment de sa vie aussi qui est lié à d'autres romans de Victor Hugo. Par exemple, il débute Vouloir du crime, où il vient d'assister à une représentation de Ruy Blas, et il est pris dans une émeute, parce que les émeutes, ça faisait partie aussi de son quotidien, Victor Hugo. Ben oui, ça a commencé avec Notre-Dame de Paris, puisque Notre-Dame de Paris, 1830, il y a 3 jours en juillet qui vont faire basculer l'histoire de France, la Révolution de juillet, passant d'un régime l'autre. Et puis là, on est en 1839. Il y a 2 hommes qui s'appellent Barbès et Blanqui qui se sont mis en tête de soulever tout Paris. Ils sont 200. Ils ont 200 hommes avec lui. Ils sont partis de la morgue. Ils se sont donné rendez-vous à la morgue. C'est une drôle d'idée. Pour ensuite prendre les mairies autour de la Bastille et des faubourgs. Mais bon, ça va tourner court. Et en même temps, ce Barbès, vous racontez, et là aussi c'est une fiction à partir de la vérité, Sébastien Spitzer, il va assister au procès de Barbès et il va obtenir sa grâce alors qu'il est condamné à mort. Oui, mais vous voyez, Monsieur Plessis, là où la fiction rejoint la réalité, c'est que quand on creuse la question, c'est visiblement ce qui se serait passé. Vraisemblablement ce qui se serait passé, c'est-à-dire que un quatrain de Hugo a fait basculer l'opinion du roi qui aurait finalement gracié Barbès. Et ça, c'était la volonté de Hugo, c'était le côté révolutionnaire, le côté justicier. Barbès et Hugo étaient aux antipodes de l'échiquier politique à ce moment-là, 1839. Hugo était plutôt conservateur, Barbès était tout le contraire, plutôt anarchiste. C'est l'idée qui les reliait, en fait, celui de l'homme, de l'humain, et l'hostilité absolue contre la peine de mort qui a fait que Hugo a rencontré Barbès. Et puis, on comprend à lire votre livre, Sébastien Spitzer, que déjà, Hugo est célèbre. Il assiste à une transposition en opéra de Notre-Dame de Paris qu'il trouve catastrophique, mais ça, c'est la vérité ou non? Oui, Esmeralda. Oui. Bien sûr, et on la joue encore parfois. Oui, il n'a pas aimé du tout, apparemment. Non, il était pas fou. Je crois que c'était son amie, la femme de Monsieur Bertin, qui s'était occupée de composer. Il surveillait tout. Dès qu'il y avait quelque chose qui le concernait, il y allait. Oui, sans le commenter pour autant. C'est-à-dire qu'il suivait les choses, il était au courant, mais laissait dire, laissait faire. Et quand, par exemple, Charles Baudelaire, le suppliait de lui présenter son éditeur parce que le sien, Poulet-Malassis, était en mauvaise posture à cause des fleurs du mal, Hugo présentait son éditeur. Mais il savait très bien qu'il disait
pique-pendre, que Baudelaire disait pique-pendre sur lui. Il laissait faire. Et je crois que ça, c'est l'apanage des grands. Il avait une formule comme ça, forte, Hugo, il disait la critique vous couronne. Et puis, il y a un personnage qu'on retrouve plus tard et qui a été chanté aussi. Je suis tombé par terre, ça Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Gavroche, qui se retrouve dans ce roman et que Hugo sauve de la noyade, Sébastien Spitzer. Oui, bon, ok. Mais Thénardier aussi. Oui. Thénardier qui est au cœur de ce roman et qui en fait s'appelait Thénard, le baron Thénard, contre lequel Hugo avait plus qu'une dent, puisqu'il avait même tout un combat contre lui. Le baron Thénard était le président de la Société d'encouragement à l'industrie nationale. Il poussait les industriels à engager des enfants pour travailler. Révolution industrielle, il fallait des petites mains pour produire habilement, pour produire moins cher, et puis pour se loger entre les fils, les enfants qui passaient, ou dans les mines aussi. Et Hugo était vent debout contre ces lois qui autorisaient le travail des enfants à l'usine dès 8 ans, jusqu'à 16 heures par jour. Et Thénard, lui, poussait pour que ça demeure. Et là, évidemment, les deux hommes se sont affrontés, notamment sur cette question-là. Et donc ça, c'est une fiction, mais Gavroche qui arrive, les Thénardier qui arrivent, il va imaginer Les Misérables. Mais oui, il y a cette loi sur le travail des enfants à l'usine, Gavroche. La condition des femmes, Fantine, Cosette, cette femme qui doit se prostituer parce qu'une femme avec un enfant, toute seule, sans mari, ça ne trouve pas place. Et cette femme qu'il aimait, Léonie Billard, qui a été prise en fâcheuse posture, puisque son mari l'a suivie, a vu que Victor Hugo dormait avec elle, était dans ses bras, dans ses draps, et l'a fait condamner à la prison pour adultère. Léonie Billard, qui a passé des mois à la prison de Salazar avec les prostituées et les femmes criminelles endettées. Léonie Billard qui va sortir de cette prison avec plus rien. Ses enfants qu'elle peut voir encore un petit peu de temps en temps, mais plus rien. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie ? Comment elle va dépasser ça ? Et pardonnez-moi, donc une enfant, imaginez l'image, une femme avec 25 ans, jolie comme tout, avec ses 2 enfants dans les mains, qui n'a plus rien pour elle, répudiée, qui sort de prison, qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle va s'en sortir ? Et quand Victor Hugo prend conscience de ça, puisqu'il envoie Victor Hugo, il envoie sa femme tous les jours à la prison de Saint-Lazare pour aller voir Léonie. Évidemment, il va prendre conscience de cette réalité, de l'inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. Et c'est le début pour lui d'un long combat qui s'amorce avec Les Misérables, pour moi. Alors, d'autres spécialistes vont me dire non, ça commence un peu avant. Ok, soit, dont acte. Moi, je le vois là comme ça. Et qui va ensuite prendre de plus en plus de place dans son œuvre. Et vous savez, Victor Hugo a fini sa vie très proche de Louise Michel. Il a été un des premiers présidents de la première ligue pour les défenses de droits de la femme. Victor Hugo disait, voilà, le 18e siècle a connu les droits de l'homme, le 19e siècle va créer les droits de la femme. Nous autres, les hommes, nous avons chargé inégalement les plateaux de la balance. D'un côté, nous avons mis tous les droits du côté de l'homme, de l'autre, nous avons mis tous les devoirs. Voyez où sont les devoirs. Et finalement, dans ce livre, il y a à la fois la fiction, parce que vous avez inventé des situations, mais basées sur la vérité, puisqu'il a aidé Léonie B jusqu'à la fin de sa vie, Victor Hugo. Oui, il a aidé Barbès, il a aidé Léonie B, il s'est confronté à Thénard, au baron Thénard, qui va devenir Thénardier. Oui, tout ça, ce sont les fils qui m'amènent aux Misérables, qui relient ces événements que j'ai extrapolé à la véritable histoire de Victor Hugo, et c'est cette mise en abîme qui m'a passionné, c'est-à-dire comment ces petits moments racontent notre grand homme. Et Les Misérables, est-ce qu'on pouvait imaginer à l'époque que ça deviendrait un tel succès, qu'aujourd'hui il y aurait une comédie musicale qui ferait le tour du monde? C'était même pas pensable. Pourtant, on dit que les typographes, quand ils assemblaient le livre, avaient les larmes aux yeux en le lisant. C'est vrai, hein. Ouais. Donc dès le début, il s'est passé quelque chose de fort. Mais quand Robert Hossein a monté Les Misérables au Palais des Sports, personne n'y croyait. Il s'est endetté. Et ensuite, d'ailleurs, il a refusé de s'associer à la production londonienne parce qu'il n'y croyait pas. Et on connaissait si peu Les Misérables. Moi, je me souviens, la première des Misérables, à la fin, il y a un monsieur avec une barbe blanche qui arrive sur scène et un spectateur dit « c'est l'auteur ». Victor Hugo n'était peut-être pas aussi reconnu qu'aujourd'hui. Il était connu de son vivant, ça c'est évident, respecté surtout à la fin de sa vie, puisque, rappelez-vous, quand il est mort, Paris a été envahi par une foule immense qui l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure.
On dit qu'il y avait autant de monde, si je puis dire, pardon pour la comparaison, Oui. que pour Johnny Hallyday. Oui. Il habitait quand même, Victor Hugo a fini sa vie, quand on lui écrivait, on écrivait à Monsieur Victor Hugo en l'avenue qui porte son nom. Il habitait dans l'avenue Victor Hugo, de son vivant. Bon, c'était quand même déjà quelqu'un. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi de passionnant qu'on retrouve dans ce livre Léonie B, Sébastien Spitzer. On voit le travail que ça représente d'écrire et de raconter Victor Hugo à votre façon et avec votre passion. C'est chez Albin Michel et je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Et vous allez continuer à écrire des livres. J'espère bien, tant que les lecteurs me le permettront. Je pense qu'ils vous le permettront pendant longtemps. Merci. Et Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.